Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour l'introduction, Renos. La plupart d'entre nous ne pensent pas aux catégories économiques mondiales dans notre quotidien, mais nous en ressentons les conséquences. En lisant le chapitre 4 du rapport sur les perspectives économiques mondiales de 2026, je n'arrêtais pas de penser à quel point l'expression économie des marchés pionniers semble technique, presque distante, jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle décrit des pays où la croissance semble paraître imminente, mais jamais tout à fait garantie. C'est un groupe fascinant, oui. Quand nous parlons des économies de marché pionniers ou EMP, nous parlons de 56 pays spécifiques en 2025. Ils se situent juste dans ce juste milieu. Ils ne sont pas encore les grands marchés émergents comme le Brésil ou l'Inde, mais ils ont une longueur d'avance sur les autres économies en développement. Ils ont accès aux marchés financiers internationaux, mais c'est limité. Ils sont donc sur le point de se transformer. Et ce qui m'a vraiment frappé dans l'introduction du rapport, c'est l'ampleur de l'humanité impliquée ici. Précisément, c'est une puissance démographique. Aujourd'hui, les EMP abritent 1,8 milliard de personnes, soit un cinquième du total mondial. Mais voici le chiffre à surveiller. D'ici 2050, cette population devrait atteindre 2,6 milliards. C'est énorme, surtout si l'on tient compte du fait que la croissance démographique dans plusieurs économies avancées et grands marchés émergents stagne. Donc, ces marchés pionniers représenteront une grande partie de la croissance future de la population mondiale. Exact. En fait, les marchés pionniers représenteront la majeure partie de l'augmentation de la population mondiale au cours du prochain quart de siècle. Et cela nous amène au défi de l'emploi. Entre 2025 et 2035, plus de 230 millions de jeunes de ces pays atteindront l'âge de travailler. Si les économies fonctionnent, c'est un dividende démographique massif qui peut alimenter la croissance et le développement. S'ils ne le font pas, ce n'est pas qu'une occasion manquée. Il y aura des impacts sur la pauvreté, la stabilité sociale et puis plus encore. Exactement. Et cela semble être la transition parfaite vers la section sur les problèmes. Car malgré tout ce potentiel, tous ces jeunes prêts à travailler, le rapport met en évidence un écart de performance assez inquiétant. En effet, et nous devons être honnêtes avec les données. Malgré le potentiel, les progrès économiques ont été modestes. Le rapport note que le PIB réel par habitant dans le marché pionnier médian est maintenant inférieur d'un tiers à celui d'un marché émergent typique. Et cet écart est en fait plus grand maintenant qu'il ne l'était en 2000, n'est-ce pas? Il est plus grand, oui, et le moteur qui aide habituellement à combler cet écart, l'investissement, ralentit. Dans les années 2000, la croissance de l'investissement par personne dans le marché pionnier typique était de plus de 5% par an. Au début des années 20, elle est tombée à seulement 2%. Aïe, c'est une forte baisse. On a l'impression que l'élan s'est heurté à un mur. Il y a des conséquences. Dans les 5 années qui ont suivi le début de la pandémie, le statut de pays à revenus élevés est devenu encore plus inaccessible pour environ 40% de ces pays. Au lieu de rattraper leur retard, ils s'en éloignent davantage. C'est ça la partie délicate à laquelle les décideurs politiques sont confrontés. Vous avez cette population en plein essor, mais l'échelle économique est de plus en plus difficile à gravir. Alors, parlons solutions. Le rapport structure cela très bien, en commençant par l'intégration financière. Oui, c'est le premier thème que le rapport met en lumière. Nous avons mentionné plus tôt que ces pays ont accès aux marchés mondiaux. Le score d'ouverture financière pour l'EMP médian est passé de 0,18 en 2000 à 0,45 récemment. Fondamentalement, ils sont plus ouverts aux affaires internationales. Mais ouvrir les portes laisse entrer les courants d'air, n'est-ce pas? C'est une analogie parfaite. Ça apporte de la volatilité. Le rapport décrit un cycle d'élan et d'arrêt. L'argent afflue, ce qui soutient la croissance, mais ces flux peuvent s'arrêter soudainement. Et les données montrent que la probabilité d'un arrêt d'entrée de capitaux est presque 2 fois plus élevée juste après un élan d'entrée. Les entrées des capitaux. C'est comme si c'était soit l'abondance, soit la famine. Exactement. Et pour les marchés pionniers, cette volatilité peut être particulièrement difficile à gérer. Ce qui nous amène au défi des dettes. Les marchés pionniers sont en première ligne ici. Depuis 2020, il y a eu plus de défauts souverains dans les marchés pionniers que dans tous les autres groupes de pays réunis. Près des 2/5 d'entre eux ont fait défaut au moins une fois depuis le début du siècle.
Et 2/5, c'est beaucoup d'instabilité. Imaginez essayer de gérer une petite entreprise ou de planifier un budget familial dans un environnement où l'économie nationale pourrait freiner si fortement. C'est incroyablement difficile pour les gens sur place. Il y a diverses vulnérabilités structurelles. L'une d'entre elles est que ces économies ont une dette importante en devises étrangères, et leurs filets de sécurité, y compris leurs réserves, sont généralement inférieurs à ceux des marchés émergents. Alors, quelle est la solution ici? Comment stabiliser le navire? Le rapport pointe deux principaux leviers politiques. Premièrement, constituer des réserves. Les décideurs politiques doivent développer des institutions et des réserves pour mieux absorber ces chocs. Deuxièmement, approfondir les marchés intérieurs. C'est-à-dire emprunter dans sa propre monnaie? En partie, oui. Développer les marchés obligataires en monnaie locale. Si on doit de l'argent dans sa propre monnaie, une variation du taux de change mondial ne nous met pas en faillite du jour au lendemain. Il s'agit de réduire ce décalage. D'accord, ça c'est la défense. Passons à l'attaque. Le rapport mentionne une recette du succès. J'adore cette partie parce qu'elle prouve que c'est en effet possible. Et c'est aussi la partie que j'adore. Le rapport identifie les pays les plus performants, ceux du quartile supérieur. Dans ces pays, le PIB réel par habitant n'a pas seulement augmenté, il a presque quadruplé, passant d'environ 1 500 $ en 2000 à près de 6 000 $ en 2024. Quadruplé. D'accord, alors quel est le secret? Qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'ont pas fait? Plusieurs choses. Premièrement, l'investissement. Les plus performants ont eu une croissance de l'investissement 2 fois supérieure à celle des autres. Deuxièmement, la gouvernance. Ils ont amélioré la qualité de la bureaucratie et contrôlé la corruption. Troisièmement, l'efficacité financière. Ils ont rendu moins cher pour les banques de prêter de l'argent et aussi, ils ont mieux maîtrisé la croissance de la dette publique. Ah, j'arrive à faire le lien maintenant. Ce n'est pas qu'une seule chose, c'est l'écosystème. Et le rapport nous donne en fait des pistes concrètes, n'est-ce pas? Comme des exemples réels. Oui, il met en lumière les expériences de différents pays. Prenez le Vietnam. Ils se sont concentrés sur la fabrication et le commerce axé sur l'exportation. Ils ont rejoint l'OMC en 2007, ce qui a déclenché une industrialisation rapide. Et j'ai vu une statistique sur l'éducation aussi. Le Vietnam a porté l'alphabétisation à 96%. Correct, c'est l'élément du capital humain. On ne peut pas construire un pôle manufacturier sans une main-d'œuvre qualifiée. Ensuite, regardez le Rwanda. Ils ont suivi une voie différente. La croissance axée sur les services et le tourisme. Ils ont conduit des investissements massifs en infrastructures pour y parvenir. Et il y en avait un autre, le Kazakhstan? Oui, le Kazakhstan a du pétrole et du gaz. Mais la clé a été la façon dont ils ont investi dedans et utilisé les revenus. Ils ont utilisé un fonds souverain, un fonds national, pour économiser de l'argent lorsque les prix étaient élevés, afin de pouvoir dépenser lorsque les prix étaient bas. C'est la discipline anticyclique. C'est intelligent. Ça peut aider à prévenir cette malédiction des ressources dont on entend toujours parler. Donc, pour résumer tout ça, pour les décideurs politiques qui nous écoutent, il semble que nous ayons un ensemble clair d'ingrédients. En effet, les implications pour la croissance sont claires. Il faut des réformes structurelles pour que les investisseurs se sentent en sécurité. C'est l'aspect de la gouvernance. Il faut des investissements fondamentaux dans les infrastructures et les personnes, comme la campagne d'éducation du Vietnam. Et si on a des ressources, ce qui est le cas d'environ la moitié de ces marchés pionniers, il faut les utiliser à bon escient pour bien gérer cette richesse. Ça semble être un chemin difficile, mais navigable quand même. Il est navigable. Alors que nous nous dirigeons vers la conclusion, le rapport équilibre parfaitement les risques et les opportunités. Oui, il y a un risque de divergence lorsque les niveaux de vie diminuent. Nous ne pouvons pas ignorer ces faits. Mais d'un autre côté, ces pays ont des avantages. D'énormes avantages. Comparés à d'autres économies en développement, ils ont de meilleurs stocks de capital et ont davantage investi dans le capital humain. Et voici un point crucial pour l'avenir. Beaucoup d'entre eux sont riches en minéraux critiques comme le manganèse, le tantale et le lithium. Ce sont des matériaux dont le monde a besoin pour la transition énergétique et les nouvelles technologies. Donc, ils détiennent les clés d'un avenir vert, en quelque sorte. Exactement. Mais pour libérer ce potentiel, les messages politiques ne concernent pas seulement l'intégration financière et le développement. Elles doivent être accompagnées de quelques bonnes pratiques économiques de base, dans une double approche. Premièrement, renforcer la stabilité macroéconomique et les institutions, établir de la crédibilité politique pour gérer les perturbations et attirer les entreprises,
Deuxièmement, promouvoir les réformes structurelles pour soutenir la croissance de l'investissement. C'est ainsi que l'on crée des emplois pour ces 230 millions de jeunes supplémentaires au cours de la prochaine décennie et pour tous les autres qui les suivront. C'est un point de vue puissant pour conclure. Il ne s'agit pas seulement d'économie, il s'agit d'assurer un avenir pour la prochaine génération. C'est vraiment le cas. Ça nous rappelle que si être un pionnier peut être volatile, c'est aussi où la croissance attend d'être libérée. Si les décideurs politiques parviennent à équilibrer cette stabilité avec le courage de réformer, le dividende démographique n'a pas à être un fardeau. Il peut être le moteur qui soulève l'économie mondiale. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.